d'abord, je vous remercie de me convier à ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir y participer et de vous apporter les connaissances que j'ai pu acquérir durant ces dernières années. Si vous définissez l'écologie humaine comme l'idée de prendre soin de l'homme, de savoir qui on est, et ben on peut tout à fait faire un lien puisque les compétences psychosociales, c'est des compétences qu'on va développer, donc des compétences cognitives, c'est-à-dire la capacité à penser, à raisonner, à mémoriser, des compétences émotionnelles, donc la capacité à accueillir, gérer ses émotions, et puis des compétences sociales, donc la capacité à interagir avec les autres et à communiquer. En développant ces compétences, on prend soin de soi, on prend soin des autres et on prend soin de soi. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment faire un lien avec l'écologie humaine. Les compétences psychosociales, c'est développer des compétences émotionnelles, cognitives et sociales. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a mis en avant ce concept en 1993 et qui définit les compétences psychosociales de la manière suivante. Donc, je cite, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc l'idée, quand on a développé toutes ces compétences, c'est de pouvoir être bien avec soi-même, bien dans sa tête, bien avec les autres, bien dans son environnement extérieur de manière générale. En fait, l'OMS les a répartis en paires. Donc il y a 5 paires, donc 10 compétences qui sont mises en avant. Donc la première paire, c'est avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres. La deuxième paire, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. La troisième, savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations interpersonnelles. La quatrième, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique. Et la cinquième, savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions. Donc, si on développe bien toutes ces compétences, ça va avoir un impact positif chez les enfants et chez les jeunes au niveau de leur développement psychique global, de leur bien-être, de leur capacité à être résiliente, savoir affronter les problèmes. Ça va avoir un impact positif sur leur réussite scolaire, sur les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les conduites à risque telles que la consommation de drogue, de tabac, le suicide aussi. Et puis chez les adultes, les CPS vont améliorer le sentiment d'auto-efficacité personnelle, donc vraiment croire en soi. Ça va renforcer, améliorer le lien adulte-enfant-jeune. Et ça va avoir un impact sur la qualité de vie de manière générale. On va mieux se sentir. Comment j'en suis arrivée là? En fait, j'ai atterri un petit peu par hasard dans l'éducation nationale, après ce premier poste à la Courneuve dans un centre de santé. J'y suis allée parce qu'en étant jeune psychologue, je m'étais dit, bon, c'est pas forcément évident de trouver du travail tout de suite. Je vais dire oui à cette proposition et ça sera un travail de transition. Donc, j'y allais un petit peu avec des pieds de plomb au début. Il y avait tout un travail d'accompagnement autour des difficultés scolaires et aussi de l'orientation. À force de rencontrer les élèves, j'ai commencé à vraiment prendre vraiment du plaisir à ces suivis, à ces accompagnements. Et j'ai vraiment découvert une passion et aujourd'hui, je me dis que je ferai vraiment ma carrière dans l'éducation. Je suis restée 5 ans à Aulnay-sous-Bois dans ces collèges d'éducation prioritaire et au bout de ma 3e année, je me suis remise en question sur mon travail parce que le constat que je faisais à travers les entretiens m'alarmait. Dans le sens où je voyais des jeunes qui ne savaient pas gérer leurs émotions, beaucoup d'agressivité, de colère, de tristesse aussi, suite à des parcours compliqués. Et en fait, quand on a trop d'émotions en soi, le cerveau ne peut pas être disponible pour apprendre et écouter ce que l'enseignant dit et enregistrer les informations. Ça, c'était vraiment le premier point que je constatais. Il y avait aussi des grosses difficultés relationnelles, de la violence, des jeunes qui ne se connaissent pas du tout. Et du coup, pas se connaître, c'est un vrai frein pour construire son orientation, puisqu'on commençait à la travailler en 4e, 3e. Donc, je me suis dit, mais vraiment, c'est pas possible. En fait, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Il faut que je mette en place autre chose. Il faut que je fasse de la prévention. Et donc, du coup, là, j'ai fait pas mal de recherches. Et c'est là où je suis tombée sur les compétences psychosociales. Et pour moi, ça a été un énorme déclic. Et je me suis dit, mais je veux mettre en place des programmes comme ça dans ce collège. Je veux expérimenter. Donc, je suis allée voir mon chef d'établissement. Je lui ai demandé si je pouvais suivre un groupe d'élèves volontaires pour construire mes ateliers. Donc, j'ai co-animé avec une CPE. J'ai pu suivre une classe de filles qui étaient en 3e en section sportive, foot. Et il y avait des gros problèmes entre elles depuis un petit bout de
temps de communication, de gestion des émotions. Elles n'arrivaient plus trop à se parler, enfin, il y avait des tensions. Ce qui fait qu'elles avaient échoué à leur match de foot l'année précédente. Donc pour moi, c'était vraiment propice à expérimenter plein de choses et un petit challenge pour voir si les CPS allaient fonctionner. J'ai fait une dizaine de séances à peu près avec elles. J'ai travaillé autour de l'écoute, de la communication, de la confiance en soi, de la gestion des émotions. Petit à petit, les langues se sont déliées. Alors c'était un petit peu compliqué au début parce que c'est des adolescents, c'est pas forcément évident de s'ouvrir au groupe, etc. Mais au fur et à mesure, une fois que la confiance était vraiment installée dans le groupe, les langues se sont déliées, la communication était beaucoup plus fluide, il y a des pardons qui se sont exprimés aussi. Et puis, bien sûr, en travaillant avec le prof principal, on a pu vraiment faire du bon travail. Et puis, l'année où je les ai suivies, elles ont remporté leur tournoi de foot. Donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment super, il faut que je continue. Et plus je vais faire ça tôt, mieux ça sera. Donc, je suis retournée voir mon chef d'établissement en lui disant, est-ce que durant ma 5e année, est-ce que je peux suivre une classe de 6e pour tester avec des élèves un peu plus jeunes. Et donc là, il m'a rajouté 1 heure dans l'emploi du temps d'une classe de 6e. J'ai pu faire 12 séances avec eux, je les ai suivies toute l'année. Et j'ai co-animé avec la CPE et j'ai pu tester pas mal de choses. C'est une classe où le CPE m'avait dit qu'il n'avait pas eu besoin de la suivre durant l'année. Donc les élèves communiquaient mieux entre eux, il y avait une relation plus proche avec l'enseignant aussi, une relation de confiance qui était vraiment là. J'ai vraiment vu des effets intéressants et après ma 5e année, je me suis dit, bon, maintenant, je sens que c'est la fin de cette aventure. J'ai appris plein de choses. J'ai envie de continuer à faire ça, mais différemment. Et là, je travaille du coup à mi-temps libéral à Levallois-Perret et à mi-temps avec la mairie d'Aubervilliers. J'ai pu trouver un poste où j'interviens dans les écoles élémentaires et collèges pour animer ce genre d'atelier. Voilà donc un petit peu mon parcours. Je peux vous donner des exemples d'outils aussi que j'ai utilisés et qui fonctionnent super bien. Je pense notamment à un outil qui s'appelle la carapace de tortue, qui permet de travailler autour des qualités, de l'estime de soi, de la confiance en soi. L'idée, c'est de mettre une carapace de tortue dans le dos des élèves. Donc, ils ont leur corde avec leur carapace. Donc, il y a plein de cases, plein de trous. Et les élèves se déplacent dans la classe et vont écrire une qualité qu'ils reconnaissent à chaque camarade. Donc, on prend le temps de faire ça et puis à la fin, tout le monde se rassoit et tout le monde écoute sa carapace. Donc, tous les élèves se prennent une vingtaine de qualités dans la figure en même temps. Et ça, c'est un super exercice parce que tout de suite, on nourrit l'estime de soi, on se rend compte que on nous perçoit comme ça aussi, qu'on renvoie ça aux yeux des autres, et ça fait du bien. Je peux travailler aussi en fin d'atelier sur la gratitude, donc apprendre à dire merci, à vraiment voir le positif des expériences qu'on peut vivre. Et donc j'avais fait un super exercice sur ça, c'est tout bête, mais en école élémentaire, en classe de CE2, j'avais demandé aux élèves de mettre un nom sur leur prénom sur une étiquette, et puis on mettait toutes les étiquettes dans un panier, et puis ensuite chacun repiochait un prénom, et la personne, l'élève, devait aller dire un merci à l'enfant qu'elle avait pioché, au nom qu'elle avait pioché. Donc c'était à la fin de l'année scolaire qu'ils avaient pu vivre plein de choses ensemble durant une année, donc il y avait forcément un merci à faire à la personne concernée. Et je me souviens d'une petite fille qui a été très touchée à tel point qu'elle a fait un câlin à sa camarade. Donc tout de suite, on vient recréer du lien. On met en avant ce qui fait du bien, ce qui nourrit. Aujourd'hui, je dirais que on vit dans un contexte qui n'est pas forcément facile, avec la crise écologique, le Covid, le contexte géopolitique, toute la violence qu'on peut avoir autour de nous. Dans les écoles, il y a beaucoup de harcèlement scolaire aujourd'hui, donc c'est un contexte qui n'est pas forcément évident, qui peut être source d'anxiété, de dépression pour certaines personnes. Et du coup, les CPS, ça peut être un bon outil pour gérer un peu ça, prendre du recul. Si on travaille autour de la gestion des émotions, forcément, on va apprendre à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on ressent, comment accueillir l'émotion, comment la gérer, la laisser passer. Donc, ça va avec la gestion du stress aussi. Par rapport à l'esprit critique, pourquoi est-ce important de développer son esprit critique? Ça permet de trier les bonnes informations des mauvaises informations, parce qu'on a beaucoup de fake news autour de nous. Pourquoi ça va être important de développer la conscience de soi? Parce que ça permet de bien se connaître et du coup de savoir ce qui est bon pour soi, de savoir poser des limites, s'affirmer, savoir dire non, bien communiquer. Apprendre à développer sa pensée créative pour faire face à des situations qui ne sont pas bonnes pour nous, donc trouver des solutions
par rapport au contexte, s'adapter autrement. Donc voilà, c'est en ça où, avec le contexte actuel qui peut être un petit peu anxiogène, développer ses compétences psychosociales, ça peut aider à trouver un équilibre intérieur. À un moment donné, dans son parcours de vie, on peut sentir qu'on a des résistances, qu'on a des hésitations, il y a des blocages, on a du mal à se lancer dans tel projet, on sent qu'on manque de confiance en soi, on a du mal à s'affirmer, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Enfin, on peut se sentir un petit peu perdu. Et ça va être, à ce moment-là, c'est important de ça, de le prendre en compte, de l'écouter et de se faire accompagner. Alors, il y a deux moyens de se faire accompagner. Ça peut être de manière individuelle, aller en consulter un thérapeute pour travailler telle problématique. Mais ça peut être aussi à travers le groupe. Et du coup, là, on va aussi travailler d'autres choses. Le groupe est aussi très porteur pour travailler tout ce qui est relationnel. Le harcèlement, ça se définit comme une violence répétée, qui peut être verbale, physique ou psychologique. Elle se fonde sur le rejet et la différence, on n'accepte pas les différences. Et du coup, dans un établissement scolaire, elle peut naître elle peut se développer suite à une ambiance dégradée dans l'établissement, dans une classe, par rapport aussi à des situations de conflit qui ont été mal identifiées, qui perdurent dans le temps et qui, du coup, se transforment en harcèlement. Donc, pour ça, les éducateurs, les adultes ont vraiment un rôle majeur pour maintenir la bonne ambiance dans l'établissement scolaire, dans les classes, préserver une bonne relation avec les adultes. Parce qu'en fait, vraiment, le harcèlement, ça a des conséquences qui peuvent aller jusqu'au suicide chez les jeunes. Ça va être des décrochages scolaires, des phobies scolaires, des dépressions, des troubles du sommeil. En quoi les CPS peuvent l'aider quand il y a un contexte conflictuel comme ça va permettre de déjà poser les choses, de pouvoir apprendre à s'écouter les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on en est venu jusque-là? Comment on va faire pour apprendre à mieux communiquer, mieux se respecter? Pour les élèves qui vont avoir du mal à s'affirmer, c'est comment on s'affirme aussi, comment on ose prendre sa place dans le groupe pour ne pas se laisser écraser par les personnes qui peuvent avoir tendance à harceler. Et donc, à partir du moment où on va bouger cet équilibre, qui à la base est conflictuel, il n'y aura plus de nécessité pour les harceleurs, entre guillemets, d'aller harceler, puisque en fait, il y aura, les élèves qui ont tendance à être harcelés vont s'affirmer et tout de suite, ça change la dynamique. Alors, comme activité extrascolaire, pour travailler les compétences psychosociales, le théâtre, clairement, le théâtre, ça apprend à communiquer, interagir avec un groupe. Tout ce qui est développer sa créativité, ça va passer par des activités artistiques. Le sport, c'est un bon moyen de gérer son stress. Les activités où on interagit. Donc là, moi, je pense pour les parents, il y a un bouquin qui s'appelle Parents, vous avez des compétences du docteur Corinne Roerig, qui reprend un peu les compétences psychosociales. Il est pas mal, il est simple. Il y a le livre Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent de Faber et Maslich, qui est assez connu. Après, il y a un site internet qui est très bien fait, papapositif.fr. Là, vous avez plein d'outils à prendre, ça donne plein d'idées. Moi, je m'en utilise pas mal pour construire mes ateliers. Apprendre à éduquer.fr aussi. Si vous voulez voir des ateliers type, des exercices types de compétences psychosociales, vous avez le cartable des compétences psychosociales, qui est aussi super, je m'en inspire aussi beaucoup. Donc voilà. Les écrans, c'est un vaste sujet, puisque aujourd'hui, les écrans, ça fait partie de notre quotidien, ça nous apporte plein de choses. On a une source d'information extrêmement riche grâce aux écrans. Ça permet de maintenir le lien avec des proches, plein d'avantages, mais évidemment, il y a aussi des risques. Il y a des risques dans le sens où par rapport aux jeux vidéo, les fabricants vont faire en sorte déjà d'en produire toujours plus, à travers les jeux de jamais gagner ou de jamais perdre, donc d'être entre les deux, donc créer de la frustration, donc une forme d'addiction. Il va y avoir aussi tout ce qui est mettre des informations sur soi, sur Internet, poster des photos, donc voilà, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, puisque tout est stocké, on ne sait pas quel usage les gens peuvent en faire. Toutes les questions de la pornographie, des fake news, des informations aussi qui sont véhiculées, qui peuvent être parfois source d'angoisse. Les adultes ont vraiment un rôle très important, un rôle d'éducateur auprès des jeunes dès le plus jeune âge pour accompagner les jeunes à gérer les écrans. C'est hyper important qu'ils puissent apprendre à s'autoréguler puisqu'ils n'ont pas encore le recul nécessaire pour ça. Donc, il faut leur apprendre à s'autoréguler, à savoir alterner avec des activités qui vont mobiliser leurs cinq sens, leurs mains, et puis avoir un dialogue aussi sur ce qu'ils peuvent visionner
pouvoir échanger sur ce qu'ils peuvent lire sur Internet pour que ça devienne des échanges constructifs pour eux. S'il y a trop d'écran, en fait, dès le plus jeune âge, le cerveau ne peut pas se développer. L'enfant est hypnotisé et ça peut engendrer des troubles du langage, des troubles du développement. Il y a des études qui ont comparé des dessins d'enfants âgés de 6 ans qui ont dessiné des bonhommes. Il y avait un groupe d'enfants qui regardaient beaucoup d'écrans et un autre groupe qui en regardait peu. Et ben, les dessins d'enfants qui regardaient beaucoup d'écrans étaient beaucoup plus pauvres que les dessins de ceux qui en regardaient très peu. Donc, ça montre à quel point il peut y avoir un retard dans le développement. Donc, aujourd'hui, comme on ne peut pas s'en séparer, c'est vraiment un équilibre à trouver. Ce qui est important aussi, c'est de faire attention aux jeunes qui vont être vulnérables, qui vont avoir des difficultés psychologiques, qui vont être sensibles au regard de l'autre. Ces enfants-là ne vont pas utiliser les écrans de la même manière. Ils vont être en quête de quelque chose, en quête d'estime d'eux-mêmes, et ils vont aller chercher des likes, ils vont poster des photos pour avoir des bons commentaires. Ils vont aller chercher quelque chose qui va les nourrir. Et là, leur consommation d'écran, elle peut devenir pathologique. Donc, si je fais le lien avec les compétences psychosociales, il peut y avoir un risque, parce que si on fait trop d'écran, on s'enferme. Et en fonction de ce qu'on fait, on peut perdre le lien avec le réel. On ne développe pas sa créativité pour les petits. Ça peut être source de stress par rapport à toutes les informations qu'on peut recevoir, les fake news. Et si on garde tout ça au fond de soi, ça fait beaucoup. Ça peut amener à de l'agressivité ou autre. Il peut y avoir aussi une altération de l'empathie, dans le sens où, en fait, à travers un écran, il n'y a pas de barrière émotionnelle. On se lâche pas. Quand on fait des commentaires, on peut être méchant, agressif, alors qu'on dirait les choses dans la vraie vie, on les dirait peut-être autrement. Il peut y avoir une altération de l'empathie. Et puis, une moins bonne communication aussi, forcément. Si on s'enferme à faire tout le temps des jeux vidéo, on perd le lien avec le réel et on ne communique plus. Et on perd la barrière, on perd les relations sociales. Il faut savoir qu'une bonne socialisation se fera que dans le réel. Donc, les écrans, c'est bien, mais il faut trouver l'équilibre.